Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, vous allez voir que le point d'inflexion à très court terme sur le Bitcoin, il s'est mis en place, donc ça sauve notre scénario. Vous allez voir qu'à court terme, on peut fixer un objectif de rebond, que c'est pas le genre de choses que je vous recommande d'acheter ni de spéculer dessus, mais en tout cas voilà, on va faire dans la première partie de cette vidéo une analyse sur le Bitcoin et le scénario le plus probable au cours des prochaines séances. On va aussi faire un point sur ce qui se passe sur le Nasdaq. On va effectuer une règle chartiste qu'on appelle la règle du balançoire, de manière à fixer un objectif de hausse sur les indices boursiers de manière générale, et vous allez voir que on a un très gros potentiel de hausse au cours des prochains mois avant d'envisager une grosse correction. Si le bull market est bien installé, en principe vous allez voir on a un très bel objectif. Je vous montrerai comment faire ça par vous-même et quel est cet objectif. Et enfin, on va parler de Visa, de Mastercard, de deux gros mastodontes qui sont des leaders de marché, qui sont des blue chips, des énormes capitalisations et qui nous lancent un signal très particulier cette semaine et uniquement cette semaine. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de signal. Donc je vais vous faire un petit topo là-dessus, de ce que ça nous réserve, de pourquoi les planètes sont en train de s'aligner. Et enfin, à la fin de cette vidéo, je vous encourage à cliquer sur le lien en descriptif parce que je vous ai préparé une série de 3 vidéos que je vous envoie par email et qui vont vous apprendre à tout simplement détecter les formations de bulles spéculatives, c'est-à-dire d'entrer là où les bulles commencent à se former, de sortir de position quand les bulles arrivent à leur paroxysme, à leur apogée, là où le grand public est en train d'entrer et là où la smart money, les investisseurs éduqués, les spéculateurs qui savent ce qu'ils font, eux cherchent un point de sortie de position. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer dans une série de 3 vidéos et le lien est en descriptif. En tout cas, cette vidéo commence maintenant. Allez, petit point rapide sur le Bitcoin. La semaine dernière, on était ici. Je vous ai expliqué que là, on était vraiment sur un niveau qui était très important, que la semaine qui vient de s'écouler là, elle devait tenir. On devait vraiment tenir ces niveaux pour respecter cette tasse en double creux qui était en train de se former, pour ensuite garder ce scénario de grande tasse avec une anse qui est toujours pas formée. Voilà, que ce soit sauvegardé, que ce scénario soit sauvegardé. Donc là, ce qui s'est passé, vous le voyez cette semaine là, c'est que effectivement le niveau là a été pour le moment sauvegardé. Donc on va passer en daily. Vous allez voir qu'on est en train d'effectuer un creux. Donc voilà, on a ce creux, on a le petit pivot, on a ici à très court terme la cassure par le haut du petit pivot, et puis là depuis mercredi, on est en train d'initier potentiellement un rebond qui devrait, on l'espère, nous permettre, donc ça on peut supprimer. Là, le scénario privilégié, c'est un rebond pour toujours la construction. Je reviens en hebdomadaire. Pour la construction de cette grande tasse avec cette anse. Alors, je vais un petit peu du coup, voilà, ajuster l'histoire. On va faire ça comme ça. Voilà le scénario qui est attendu pour que le grand retournement de cycle puisse faire son entrée en jeu. Donc, affaire à suivre. En tout cas, à court terme, le scénario le plus probable, vu qu'on est en bas de range et qu'on est en train de faire le point d'inflexion, c'est un rebond vers la zone des 9000 et des 9000. Alors, on va ajuster comme ça. Des 9000, 9500 points. Donc, on est sur du Bitcoin contre de l'euro. Ensuite, idéalement, on range ici dans quelque chose de très peu volatile. On casse. Là, moi, je prendrai une position. Après, vous faites ce que vous voulez. Et donc, si ça arrive, prise de position. Et là, je surfe le cycle en suivi de tendance. Aussi simple que ça, ce scénario, je l'ai en tête depuis le mois de décembre 2017, depuis que je vous dis fin de ce premier cycle, on attend le nouveau cycle et là, le nouveau cycle est en train de se mettre en marche et donc c'est cette pattern-là, on arrive enfin là sur la fin de la construction. Donc voilà, on croise un petit peu les doigts pour que
le scénario suive correctement son fil. En tout cas, là, pour le moment, il n'est pas remis en question. À très court terme, on est sur un scénario de rebond. Après, bien entendu, voilà, je ne peux pas le dire dans l'avenir. Personne ne peut lire dans l'avenir. Tous ceux qui vous disent avec affront, avec appui, avec une détermination totale que le Bitcoin ne peut que monter ou ne peut que descendre ou voilà, ne les écoutez pas parce qu'ils n'ont pas de machine à remonter dans le temps et si c'était le cas, ils ne perdraient pas de leur temps à vous parler de Bitcoin. Ils joueraient simplement une fois la plus grosse cagnotte au loto et on ne les entendrait plus parler. Donc voilà, essayez de mettre un petit peu d'eau dans votre vin, de regarder les côtés positifs et négatifs du scénario sur le Bitcoin et ensuite de déterminer un risque en fonction du scénario qui est en train de se mettre en place. C'est vraiment très important de ne pas faire all-in sur un contexte de trading, que ce soit sur le Bitcoin ou sur n'importe quel autre actif coté en bourse. Ayez toujours à l'esprit que ce qui différencie à la fin de la journée, ce qui différencie le fait que vous allez être gagnant ou perdant au bout de quelques années, c'est simplement votre money management. Et donc le money management, c'est quelque chose dont tout le monde se fout littéralement. Tout le monde veut faire des gros coups, veut entrer au bon moment, sortir au bon moment. Mais l'élément central, l'élément qui est bien plus important que le reste, c'est la gestion du money management. Allez, analyse du sentiment de marché. On est parti pour un petit point sur le Nasdaq, le SP500 et le G2. Donc, le Nasdaq est toujours, depuis, vous le voyez, depuis la troisième semaine d'octobre et dernière semaine d'octobre en breakout sur cette énorme consolidation qui a pratiquement commencé, c'était quoi? C'était en août 2018 et qui s'est donc finalisé fin octobre 2019. Donc, on a quand même un gros marché en range. Et là, en principe, d'un point de vue strictement chartiste, la manière dont on fixe les objectifs, c'est qu'on prend l'amplitude de ce range. Hop, je vais vous mettre ça de cette couleur et on la reporte. C'est ce qu'on appelle la règle du balançoire. Donc, on aurait un objectif théoriquement, d'un point de vue strictement chartiste, qui serait sur ces niveaux-là. Je vais vous mettre ça proprement avec des petits pointillés. Donc voilà, ça nous laisse un potentiel d'appréciation depuis les niveaux actuels de l'ordre de 17%. Ça ne veut pas dire que le marché haussier va s'arrêter ici. Ça veut simplement dire que si on arrive en ligne droite ici, en principe après, on aura besoin de digérer la hausse. Et une digestion de hausse, c'est à nouveau quelques mois de consolidation. Donc là, le bull run là, qui a été initié il y a quelques semaines, eh bien, en principe, il a quand même encore un beau potentiel de hausse. Est-ce que ça va arriver? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, les probabilités, là, l'élan qui est lancé, c'est un bon petit 17% de hausse sur le Nasdaq. On va aller voir sur le SP500, la situation est très proche. C'est le même genre de consolidation. On a eu la cassure ici la dernière semaine d'octobre. Et là, vous le voyez, cette semaine, la semaine précédente, on a eu une petite pause. Cette semaine, on est toujours sur des nouveaux plus hauts historiques. Donc, on est toujours dans ce marché haussier. Et sur le G2, alors le G2, hop, lui, il est en petite pause depuis 1, 2, 3 semaines. On est sur le signal. Le signal a eu lieu la première semaine de novembre et non pas sur le Nasdaq, on l'a eu la 3e semaine d'octobre et la 4e semaine d'octobre. Sur le SP500, on l'a eu la 4e semaine d'octobre et sur le G2, on est un petit peu en différé. Il est un petit peu plus lourd l'indice. On l'a eu la première semaine de novembre. Donc là, vous voyez, depuis 3 semaines, ça consolide, ça se tasse. Donc en principe, dans l'état actuel du marché qui est dans une tendance haussière, ce serait simplement voilà une petite pause, on appelle ça je crois un fanion pour les chartistes, une petite pause dans la tendance. Donc voilà, affaire à suivre au cours des prochaines semaines, mais le G2 là, s'il reprend, eh bien ça devrait mener une accélération. Bien entendu, ça c'est le scénario le plus probable, mais on peut très bien entamer une correction de marché. On ne sait pas ce qui peut se passer, personne ne lit l'avenir, ni moi, ni vous, ni personne. On est simplement là pour établir un sentiment de marché et le sentiment actuel sur le marché, il est vraiment très très haussier et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un niveau de volatilité qui est historiquement bas sur le SP500. Tous les marchés haussiers sont accompagnés de faible volatilité. C'est extrêmement rare de connaître des marchés haussiers avec une forte volatilité. C'est qu'on est en général dans une situation de bulle. C'est quand les marchés montent
tellement fort à la hausse, donc on a une telle irrationalité que la volatilité explose. Et ça, bah voilà, c'est 98-99 sur la bulle des technos du Nasdaq, c'est 2017, décembre 2017, donc octobre-novembre 2017 sur le Bitcoin avec une accélération en climax et en hyper climax run, mais voilà, 99% du temps, les gros indices boursiers ne sont pas dans un climax run ou dans un hyper climax run, ils sont dans des gros mouvements amples et réguliers. Et les marchés haussiers sont caractérisés par des conditions de faible volatilité et les marchés baissiers par des conditions de forte volatilité. Donc c'est pas parce qu'on a un VIX ou une volatilité qui est faible que cela amène systématiquement à un cycle de hausse de volatilité. La faible volatilité peut durer aussi longtemps que le marché haussier durera. Et dans un marché haussier, il y a forcément des petites corrections. Mais voilà, on est en train d'entrer. Si la jambe haussière se développe pendant l'année 2020, on risque d'entrer en 2020 sur un marché de faible volatilité sur les indices. Donc tous ceux qui font de la vente d'options, etc., ça risque de ne pas être, qui vendent du temps, ça risque de ne pas être l'une des plus belles années pour générer du profit. Par contre, pour tous ceux qui font du suivi de tendance en sélectionnant correctement leurs actions, on devra avoir beaucoup de belles opportunités au cours de l'année 2020. Je vous rappelle que là, rien n'est fait. On est juste au début. C'est une fois que la tendance sera enregistrée, qu'elle aura été effectuée, si elle s'effectue, que les plus-values auront pu se développer sur toutes les opportunités que l'on est en train d'identifier maintenant. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un money management qui est très strict, parce que là, si à partir de demain, à partir de lundi, ça se met à chuter en ligne droite et qu'au final, on revient dans une situation de range, qu'est-ce qu'on aura perdu au final? Simplement ce que l'on était prêt à perdre avec notre money management. Et ces pertes sont connues à l'avance, elles sont définies par vous, par votre matrice de money management. Si vous vous dites dans le pire des cas, dans la pire des situations, je veux pas que mon capital baisse de plus de 3%, vous avez simplement à respecter une matrice de money management qui, sur le cumul de vos trades, dans le pire des cas, vous ne perdrez pas plus de 3% de tout votre capital sur toutes vos positions si tout part vers le sud. Chose qui ne se déroule jamais comme ça. Il y a une distribution, c'est une loi statistique. Il y a les trades gagnants, il y a les trades neutres, il y a les trades perdants. Et tout ça se distribue. Et l'idée, c'est toujours, encore une fois, de toujours verrouiller ses pertes sur un niveau connu et de laisser beaucoup plus de marge sur ces trades gagnants et sur la minorité de trades gagnants qui ont des très grosses marges, on construit toute la performance annuelle. Mais ça s'opère quand les conditions de marché sont correctes à bonne. Donc là, on est en train d'entrer dans des conditions de marché qui sont correctes à bonne et qui devraient s'établir pour l'année 2020. Donc on reste toujours très positif sur les marchés. En tout cas, l'analyse technique, l'analyse comportementale ne peut pas nous mettre... Il n'y a aucun signe, autant pendant toute la période, là, sur toute cette période de 2 ans, là, mis à part ce signal ici là, sur le jet d'eau, 17 septembre, cette semaine-là, demi-septembre qui a été très vite invalidé, mis à part ça, il n'y avait rien qui nous poussait à nous dire on est dans un bull market. Par contre, là, depuis cette semaine-là, et c'est la seule semaine en 2 ans où on peut se dire ok, là, les choses s'améliorent. C'est pour ça que c'est pas... On n'est pas dans de la, je vais pas utiliser le mot aussi, allez, on n'est pas dans de la masturbation cérébrale. On n'est pas en train de se dire, oui, mais le PIB, les taux d'intérêt, Trump, la Chine, etc. Non, on regarde factuellement ce qui se passe. Factuellement, là, on est censé être dans des conditions qui sont à notre avantage pour acheter des actions et faire du suivi de tendance, chose qui n'était pas le cas pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver, quand on est très sélectif, quand on est un bon spéculateur, on trouve régulièrement toujours des opportunités. Mais quand on débute en bourse ou quand on n'est pas très habile, on n'a pas cette capacité, on n'a pas développé cette compétence, quand on n'a pas développé ce câblage neuronal, commencer à spéculer sur des actions en suivant la tendance, les meilleures conditions de marché pour faire ça, c'est quand on rentre dans un bull market. Sinon, quand on est dans un gros marché en range, il faut vraiment développer des compétences et être bon pour commencer à pouvoir trader en réel. Là, les personnes qui vont commencer à trader en réel sans être forcément bien formées vont avoir
plus facilement des résultats qu'ils n'auraient pas eu s'ils avaient fait la même chose avec le peu de compétences qu'ils ont dans un marché en range. Alors que un spéculateur qui est bien formé, qui a déjà les compétences, qui comprend bien, qui sait bien sélectionner ses trades, qui respecte bien son plan de trade, qui fait correctement ses entrées et ses sorties, et surtout vraiment un bon trader, c'est pas quelqu'un qui va se dire sur cette action je la sens mieux que celle-là, donc je vais tripler mon risque sur cette action. Non, le bon trader il a tout un panel d'actions. Les screeners lui retournent tout un panel d'actions. Il va sélectionner les meilleurs, ils vont sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 10 dans le mois et il va leur allouer exactement le même risque par trade. Parce qu'il sait que statistiquement, les gains vont se distribuer. Il ne sait pas sur les 10 trades lesquels vont être des grands gagnants, lesquels vont être neutres, lesquels vont être perdants. Il n'en a aucune idée. Tout ce qu'il sait, lui, c'est qu'il a 10 belles patterns, 10 beaux contextes de trading, que à ses yeux, certains contextes de trading sont plus beaux que les autres. Mais après, ça s'arrête là. On ne peut pas lire dans l'avenir. C'est pas parce qu'on a un contexte de trading qui est un tout petit peu plus beau que l'autre que ce premier contexte de trading va performer beaucoup plus. C'est juste une indication, c'est cette notion d'être qualitatif sur ces contextes de trading, que en allouant plein de trades sur ce genre, donc c'est un genre, un type, une catégorie de trades, on va avoir un gros avantage sur le marché comparativement à 99% des autres actions. Donc l'idée, c'est simplement de se concentrer sur les 1% des actions qui nous proposent des contextes très intéressants. Mais après, sur ces 1%-là, il y a un phénomène de hasard, il y a un phénomène de distribution qui se fait et on n'a pas le contrôle là-dessus. Donc il faut prendre les trades sur les plus belles patterns, mais après, on n'a pas le contrôle sur est-ce que ce trade-là, sur les 10 qu'on a pris, est-ce que ce trade-là va plus réussir que l'autre? Ça, on ne peut pas le savoir. Il faut reconnaître ses limites. Et quand vous êtes conscient de vos limites, de ce qu'il est possible d'anticiper, d'interpréter, de faire sur les marchés, c'est là où en fait vous êtes en position de force. Parce que vous ne pouvez pas avoir un biais un biais psychologique qui va vous dire cette action va plus exploser que celle-là alors qu'elles sont dans les 1% des plus belles actions. Non, à un moment donné, c'est pas parce qu'elle est un petit peu plus belle que l'autre qu'elle va forcément plus exploser que l'autre. Le principe, c'est de sélectionner les 1% des plus belles ou les 0, on va dire 1% des plus belles actions et ensuite d'avoir un petit échantillon de 10, 15, 20 trades chaque mois et puis de faire partir les trades et après il y a le hasard, il y a la distribution Mandelbrosienne, donc avec les fat tails qui se met en place et qui fait son travail. Donc si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous expliquer, je vous invite à télécharger mon livre sur mon blog. C'est gratuit, le livre est au format PDF, il a été vendu en Fnac, sur Amazon, etc. Il est en rupture de stock, donc je vous l'offre au format PDF, vous pouvez prendre un petit peu de temps pour le lire et peut-être que ça devrait en principe vous aider à comprendre un petit peu plus mes propos. En tout cas, pour revenir au sentiment de marché, on est toujours dans un contexte de top départ de bull market. Allez, je vous fais un petit point sur deux énormes mastodontes. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle des blue chips, des énormes capitalisations boursières qui sont en train. Donc là, c'est un graphique en hebdomadaire. Donc, vous voyez que là, cette semaine, là, on a cassé par le haut une belle petite consolidation qui s'est mise en place au cours depuis l'été dernier. Donc, on a eu ce qu'on appelle une belle petite taille de base dans une tendance long terme qui est très haussière sur l'action Mastercard. Donc, c'est une bancaire. Donc là, on a une reprise de tendance. Donc, vous voyez qu'à chaque fois en fait que cette action consolide dans son énorme cycle de hausse, eh bien, une fois qu'il y a le breakout qui est effectué, donc ici, on a eu le breakout en janvier. Alors, je vais vous tracer ça. On a eu un breakout ici. Ensuite, on a eu une très très belle tendance. Ah, j'ai plus de batterie sur ma souris. Je vais récupérer la main avec le trackpad. Donc voilà, on a une action ici qui est leader de marché, qui est une blue chip et qui repart, qui est en train d'initier un nouveau mouvement de hausse. Donc ça, c'est vraiment très très positif. Ça vient un petit peu appuyer le scénario de bull market. Et dans la même veine, on a l'action Visa. Hop.
Visa qui est elle aussi en train d'effectuer son breakout cette semaine. Donc voilà, deux actions qui sont, je le répète, des mastodontes qui sont ancrés dans un puissant bull market et qui lancent en général quand elles cassent. Elle déclenche une grosse tendance et quand elle déclenche une grosse tendance, ça se fait souvent en tandem avec les indices boursiers, avec le marché. Donc le marché, quand il se met, donc les indices boursiers, quand ils se mettent à enregistrer une jambe haussière, et bien souvent les leaders derrière cette jambe haussière, ce sont les plus grosses blue chips comme Visa, Mastercard qui sont en train juste cette semaine, c'est le signal cette semaine, d'entrer potentiellement dans une nouvelle jambe haussière de plusieurs trimestres, de 2 trimestres, 3 trimestres. L'avenir nous le dira. Donc vous l'avez compris, l'année 2020 va être une très 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 belle année en principe en bourse. Quoi qu'il arrive, chaque année, on a des actifs qui entrent en bulle, qui construisent des tendances qui se finissent par un excès, par une irrationalité. Et c'est ces actifs-là, chaque année, que vous devez apprendre à détecter et que vous devez acheter pour pouvoir justement surfer cette irrationalité et sortir au moment où le grand public, la masse, est en train d'elle rentrer. C'est ce qu'on appelle un transfert de richesse. Et quand on sait comment les exploiter, comment trouver ces actifs qui sont sur le début de la bulle, et comment identifier la fin, la zone. On n'identifie jamais à un jour près, on n'identifie jamais à un plus haut, mais par contre, on identifie une zone. C'est exactement ce que je vous avais fait en direct pendant le mois de décembre de l'année 2017 sur le Bitcoin. Je vous ai expliqué que là, on est dans la zone. Là, je sors de position. Je m'étais fait complètement lyncher. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Cette façon de faire, ce processus, une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez le dupliquer indéfiniment à tous les actifs financiers. Donc, pour vous apprendre à faire ça, je vous ai préparé une série de 3 vidéos. Simplement, cliquez sur le lien qui se situe en descriptif de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur cette page. Vous cliquez sur recevoir les 3 vidéos, vous rentrez votre adresse email et vous allez recevoir par email chacune de ces vidéos dans lesquelles je vous explique tout ça. Vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est du contenu à forte valeur ajoutée. C'est pas du contenu qui va vous faire perdre votre temps. Ça, c'est vraiment un point d'honneur que je me mets quand je crée ce genre de vidéos. C'est vraiment je veux que vous en sortiez avec des nouvelles connaissances et en tant que meilleur investisseur, meilleur spéculateur. Si les emails n'arrivent pas sur votre adresse, c'est simplement qu'ils sont passés en spam. Donc soit vous utilisez une autre adresse email, soit vous m'ajoutez en envoyeur approuvé. En tout cas, si vous avez des questions à la suite de ces 3 vidéos, n'hésitez pas à me les envoyer par email. Je réponds toujours dans la journée. Et encore une fois, si vous n'avez pas de réponse, c'est soit que je n'ai pas reçu votre email, il est dans mes spams ou je ne sais où, soit que je vous ai répondu et il se trouve dans vos spams. Mais en tout cas, sachez simplement qu'il y a toujours, je vous réponds toujours. Donc, si vous ne recevez pas de réponse, le problème ne vient pas de moi, il ne vient pas de vous, il vient de l'intermédiation entre nous deux. Donc, vraiment, visualisez ces 3 vidéos, vous allez apprendre beaucoup de choses sur notamment la formation des bulles spéculatives, ce qui pourrait la vie de tous les spéculateurs qui focus leur attention sur des unités de temps qui sont beaucoup trop courtes, alors qu'en focalisant son attention sur des unités de temps beaucoup plus longues, on passe littéralement à côté du bruit de marché, de toute la petite spéculation des boursicoteurs du dimanche, et on peut surfer les très grandes tendances, celles sur lesquelles où on s'assit et on surfe. Et c'est le temps qui nous rémunère. C'est pas notre capacité à faire 36 milliards de trades, des allers-retours sur du scalping, du day trading et toutes ces excentricités. Excusez-moi les day traders, mais pour moi, le day trading, sauf à être un grand passionné, c'est quelque chose qui n'a que très 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 peu d'intérêt. On passe beaucoup de temps pour des revenus qui sont pas, qui sont les mêmes que les investisseurs qui savent surfer des tendances, mais qui eux vont passer. Là, pour le coup, vous allez voir, c'est une approche mensuelle. Ils vont passer une demi-heure, 1 heure par mois. Et c'est 12 rendez-vous dans l'année et après, c'est calé quoi. Donc voilà, le lien est en descriptif. On se donne rendez-vous juste derrière pour la suite.